Bienvenue à ce spécial élection 2021 réalisé par laquotidienne.ma. À l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir M. Mostafa Shimi, professeur de droit, politologue, et M. Najib Abdelhak, journaliste et visage connu dans les médias. Ma première question, pouvez-vous, M. Shimi, nous dresser le bilan du gouvernement sortant à J-1 des élections? Le bilan de ce gouvernement ottomani peut se décliner sur plusieurs points. Mais d'abord, une première observation, c'est un gouvernement qui n'a pas eu des conditions favorables. Si j'osais, je dirais qu'il n'a pas eu la baraka. Fait d'une situation économique internationale compliquée, déprimée, on le sait, du fait aussi des incidences majeures et de l'impact de la crise sanitaire. Et donc, aussi bien l'année 2020 que l'année 2021 sont des années particulières où il a fallu faire face. Et puis, il y a aussi le fait que, sur le plan social, c'est un gouvernement qui a pris un certain nombre de mesures, mais qui ont tardé. À noter cependant que les mesures sociales sont d'initiative royale. Je vais donner en référence la plus emblématique de ces mesures-là, c'est la protection sociale jusqu'en 2025, qui est un grand chantier, un chantier de règne, et qui est d'ailleurs le seul système qui existe dans le monde arabe, au Maghreb et en Afrique. Il n'y a pas un pays dans ces régions-là qui a mis sur pied ce système de protection sociale généralisée, RAMED, allocation familiale élargie, prise en charge, indemnité pour perte d'emploi, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important, ça témoigne d'une volonté royale que le social soit au premier rang des politiques publiques et des priorités des politiques publiques. Vous savez, c'est d'ailleurs dans la Constitution dit que le Maroc est une monarchie sociale. Donc il y a quelque chose qui est important. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra aussi ajouter dans le contexte des 10 dernières années. Le PJD, le parti islamiste au pouvoir, pour 2 mandats, est arrivé à un moment donné où il y a eu aussi ce que l'on a appelé les printemps arabes. Et c'est au lendemain de ces printemps arabes, sur le plan social aussi, qu'est arrivé ce nouveau gouvernement, tel que l'on peut aujourd'hui l'exposer devant les électeurs, devant le public, devant les internautes, devant les Marocains qui attendent beaucoup. C'est qu'il y a tellement de choses qui ont manqué et qu'il y a eu énormément de ratages. Je vais reformuler ça autrement, je ne suis pas en désaccord avec vous, je vais reformuler ça autrement. Qu'est-ce que ce gouvernement PJD peut revendiquer en propre aujourd'hui? Eh bien, toutes les grandes mesures sont des mesures d'impulsion, d'initiative, d'accompagnement royal. Je l'ai dit, notamment la réforme de l'enseignement préscolaire. Tout à fait. Parce que tout se joue, vous savez, dans le capital des enfants. Ça se joue entre 3 et 4 ans et 5 ans, tout le monde le sait, mais nous, on a mis du temps pour le comprendre. Il y a aussi la réforme du système éducatif, qui est une réforme fondamentale. C'est dans le bilan social, mais pas du gouvernement, avec des arbitrages rendus par le souverain, notamment pour ce qui est du statut des langues étrangères. Ça a été difficile, mais ça finit par prévaloir, et c'est en route. Il y a également le fait que ce sont des chantiers qui enjambent le calendrier électoral et qui basculent vers la prochaine législature. C'est ça qui est important. Je reviens à ce que je disais auparavant. Qu'est-ce que ce gouvernement ottomani peut revendiquer en propre? Il est d'ailleurs le seul à avoir présenté le bilan de son gouvernement. Je note que ses alliés de la majorité, les 4, n'étaient pas présents. Tout à fait. Un premier point. Deuxième point, j'observe aussi que ses alliés se gardent bien de dire « nous avons un bilan de ce gouvernement ». Chacun des alliés ne met en valeur que le bilan de ce que ses ministres ont fait dans leurs départements respectifs. C'est ce retrait, cette distanciation, elle est lourde de sens. Et l'autre parce que ça montre bien que les citoyens, les opérateurs économiques sont conscients du fait que cette machine gouvernementale dirigée par Ottomani est une machine qui n'a pas été, me semble-t-il, à la hauteur de ses missions. Il y a un autre aspect qui a pénalisé ce gouvernement ottomani, c'est sa relation à l'économie.
C'est pas son point fort. Non, c'est pas son point fort. Et plus encore, le PJD ne connaît pas le monde de l'entreprise. Il ne connaît pas le monde de l'entreprise, il ne connaît pas les règles de fonctionnement, les cycles économiques, les contraintes des entreprises qu'il faut. Alors, il parle d'un climat d'attractivité, de doing business, des choses on a amélioré, etc. Mais concrètement, il n'y a pas eu de réforme fondamentale pour ce qui est des financements des entreprises, notamment des PME et des TPME. Il n'y a pas eu une simplification des procédures administratives, la réglementation régissant l'investissement n'a pas été améliorée, et plus encore, dans la Constitution, il y a une disposition qui prévoit l'adoption d'une charte de l'investissement. Eh bien, cette charte, elle est encore dans les cartons. Donc, c'est quand même... Oui, c'est une charte. Pourquoi c'est important, la charte de l'investissement? Parce que ça permet de réfléchir au modèle développement, qu'est-ce qu'on veut dans 5 ans, dans 10 ans. Ça permet de fixer des priorités et de voir quels sont les secteurs devant avoir des facilités particulières d'accompagnement. Eh bien, ça n'a pas été le cas, alors que ça ne pose ni un problème idéologique, ni un problème politique. Oui, le charte d'investissement, c'est le fait de pouvoir arrêter avec les organisations professionnelles, la CGM en particulier, les autres fédérations d'opérateurs économiques, disant voilà où nous en sommes, qu'est-ce qui doit être priorisé dans les années à venir et quelles mesures d'accompagnement vous voulez dans l'environnement réglementaire, fiscal et économique. Si bien que ce gouvernement finit son mandat à genoux. C'est un gouvernement qui est là, qui est fatigué, qui est fourbu, qui n'a plus la main sur quoi et qui tout le temps, il est interpellé par le souverain, la régionalisation, la déconcentration, l'accélération des réformes, etc. Parce qu'il y a une exigence du résultat qui n'a pas été au rendez-vous. Parce que le roi veut un autre rythme, il veut que les choses soient faites et les choses traînent. Or, le gouvernement devrait être une dynamo des politiques publiques dans le cadre des orientations royales qui sont consensuelles, là, vous l'avez dit, et être un accélérateur de réformes, au besoin sollicitant, le cas échéant, l'appui royal, soutien royal, pour que les mesures passent, etc. Eh bien, ça n'est pas le cas. Voilà un peu l'état d'esprit, l'état des lieux. Les objectifs, on peut dire qu'ils n'ont pas été atteints vis-à-vis du citoyen marocain. Mais on ne va pas dire aussi que ce gouvernement a eu la chance de gouverner le pays pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'il aurait pu mettre, comment dirais-je, à son propre bénéfice un certain nombre de choses. C'est vrai que les grands projets, les grands chantiers ont été lancés par Sa Majesté. Mais est-ce que les 10 ans, voilà ma question, quand vous dites, je vais la reformuler autrement, est-ce que les 10 ans n'ont pas joué en faveur du PJD? Oui, j'ajouterais, c'est que c'est un parti, c'est un gouvernement qui a eu 2 mandats. S'il n'y avait que 5 ans, on aurait pu parler de le temps qui manquerait. Mais en disant, il y a assez de temps à faire. Et nous avons remarqué, vous l'avez signalé à juste titre, qu'il y avait 2 vitesses. Il y avait la vitesse Sa Majesté le Roi, qui avait une vision avec une vitesse qui a donné les résultats que l'on connaît. Et puis nous avons de l'autre côté une vitesse du gouvernement qui n'est pas du tout en adéquation avec le climat général et la vision pour le pays, comment il se projette vers les 10 prochaines années, parce que c'est ça l'objectif. Vous avez raison, j'ai commencé par dire que ce gouvernement n'avait pas la baraka. Dès le départ, il a été plombé. Il a été plombé par quoi? Je vais donner des faits. Il a été nommé le 5 avril 2017, en pleine situation de crise liée au RIF. La situation au RIF qui avait commencé à la fin octobre, vous le savez, avec le décès tragique d'un poissonnier fin octobre. C'est-à-dire que pendant 6 mois, on a eu une situation de crise politique. Il n'y avait pas de loi de finances, il y avait un chef de gouvernement désigné, c'était Abdillah Ben Kiran, et le pays était à l'arrêt. Donc il y a eu un coût politique et économique de cette crise politique, qui a été évalué d'ailleurs dans un rapport interne de la CGM, qui a considéré que le manque à gagner pendant ces 6 mois était de 20 milliards de dirhams. Pourquoi? Parce que les marchés n'ont pas été lancés, les entreprises n'ont pas été payées du fait qu'il n'y avait pas de projet de loi de finances. Et la loi de finances 2017 n'a été adoptée qu'en juin 2017, c'est-à-dire au 6e mois. Comment voulez-vous relancer la machine économique
quand la loi de finances qui autorise les paiements et les dépenses n'est adoptée que donc voilà la situation. Il y a ensuite un autre fait, 2 mois après sa nomination, 2 mois et demi après exactement, il y a eu un conseil des ministres présidé par le souverain à Casablanca, le 25 juin 2017. Tout à fait. Il faut relire ce communiqué. C'est un communiqué d'une grande sévérité qui a parlé de dysfonctionnement, qui a désigné le président de la Cour des comptes pour faire un audit sur la situation d'Al-Hoceima, mais précisément pour l'application des 7 ou 8 conventions pour la région qui avait été signée en octobre 2015, en présence et sous la présidence du souverain, et qui n'avait pas eu d'application. Et ça a conduit à quoi? Ça a conduit le 24 octobre 2017 au renvoi de 4 ministres, dont un secrétaire général de parti. Avouez que pour un gouvernement installé 6 mois après, voire 4 ministres limogés, ce n'est pas un encouragement. Ça a continué en 2018 avec le limogeage du ministre de l'économie et des finances, puis 20 jours après, le 20 août, de la secrétaire d'État à l'environnement, puis en octobre 2019, un remaniement où le souverain appelait à de nouvelles compétences. Donc c'est un gouvernement qui a été ballotté par les événements, à la remorque des événements, et qui n'a pas eu cette possibilité de faire avancer les choses. Autre point aussi, c'est un gouvernement qui a manqué de cohésion et de solidarité. Solidarité, c'est-à-dire que, vous savez, la charte de la majorité a été signée en février 2018. Gouvernement nommé en avril 2017, il a fallu 10 mois pour qu'on arrive à la charte de la majorité. Alors que traditionnellement, la charte de la majorité, elle est faite soit avant, pendant les négociations entre les composants de la majorité, soit immédiatement dans la foulée du gouvernement. Donc déjà, c'est un gouvernement qui avait des difficultés à asseoir ses partenaires sur des bases de concertation, de solidarité. Alors ma question, je l'adresse à Si Abdelhak Najib, l'écrivain. Pouvez-vous nous parler de cette rupture peut-être idéologique avec le PJD et qui peut éventuellement entraîner un vote sanction? Vous avez tout à fait raison de poser cette question parce qu'elle est au cœur de l'équation électorale aujourd'hui. Le PJD a bénéficié de 2 mandats, il a eu suffisamment le temps pour mettre en place certaines choses, mettre en pratique une vision, encore faut-il l'avoir. Et il y avait, comme on l'avait dit avec Mustafa, 2 vitesses, qui étaient la vitesse royale, qui était très forte, agressive, offensive, avec des défis, des chantiers. Et puis il y avait le gouvernement et de Abdillah Ben Kiran et de Saad El-Othmani qui étaient à la traîne. Certes, il y avait des problèmes, il y avait des choses à gérer, il y a une crise économique mondiale qui a frappé de plein fouet aussi le Maroc, même si on n'en parle pas beaucoup. Mais quand on prend le pouls de la société, il y a un déficit de crédibilité aujourd'hui par rapport au PJD qui n'a pas tenu ses promesses. Et il avait le temps. Il avait le temps de pouvoir apporter des éléments de réponse concrets par rapport à des populations qui ont voté et qui ont cru à cette théorie, à cette thèse du PJD. Ceci dit, le PJD reste très présent parce qu'il a un travail de fond qui est fait, dans la continuité avec une base électorale qui est importante. Il ne faut pas non plus balayer d'un revers de main sa présence et son poids au niveau d'une certaine base électorale. Ce qui ouvre le champ à des partis politiques, d'autres partis politiques. Je pense à l'Istiqlal, je pense au RNI. Je pense au PPS qui a eu la chance d'être pendant 3 ans dans l'opposition, donc le temps de voir et de se donner aussi une crédibilité. Mais ce qui se dégage pour moi aujourd'hui, c'est que le PJD va vivre un vote sanction, mais qui ne va pas être aussi lancinant qu'on le pense. Il y a toujours cette base qui pourrait apporter un soutien. Maintenant, les autres partis politiques, qu'est-ce qu'ils ont à proposer ? On a bien entendu que le PJD n'a pas tenu cette promesse, mais il reste présent, qu'on le veuille ou non. Mais selon vous, est-ce qu'on peut avancer que les autres partis politiques ont des opportunités à saisir? Sur le PJD, il faut d'abord un peu d'histoire.
Le PJD est venu à la faveur de circonstances particulières, c'était le printemps arabe, le 20 février, etc. Il était considéré par les électeurs comme un parti qui allait conduire le changement. Il y avait en 2011 une forte aspiration au changement au niveau des électeurs et des citoyens, et les citoyens qui sont intelligents et qui suivent considéraient qu'ils connaissaient les partis, les sortants, le bilan n'était pas si reluisant que ça. Ils se sont dit, bon, voilà un parti qui promet le changement avec des règles éthiques, morales en plus, la lutte contre la corruption, etc. C'est une inspiration de tous les citoyens. Donc on va porter nos voix sur ça. Il a bénéficié aussi de ce que j'appellerais un effet d'aubaine. C'est-à-dire, sans le 20 février, le printemps arabe, il n'aurait pas fait le même score. Et il a fait son mandat, avec, au niveau des électeurs, beaucoup d'attentes. Il y a eu des réformes qui ont été faites, notamment la caisse compensation, il faut le dire, des mesures sociales pour les veuves qui ont été faites aussi. Voilà, oui, c'est ça. Donc ça, plus la déréglementation, un certain nombre de mesures, etc. Mais et puis des mesures autoritaires, non populistes, il faut le dire, le fait que les diplômés chômeurs n'ont pas droit automatiquement à l'intégration de la fonction publique. Il a fallu du courage politique, Ben Kiran en particulier pour ça. Othmani n'aurait pas tenu, mais Ben Kiran a tenu parce qu'il voulait que les choses soient ainsi. Arrive 2016. Il a, paradoxalement et contrairement à nos prévisions, on pensait que déjà en 2016, il y aurait un vote sanction. Ça n'a pas été le cas. Il a amélioré son score. Il est passé de 107 sièges en 2011 à 124 en 2016. Pourquoi? Parce qu'il a bénéficié des insuffisances reprochées aux autres partis. Il n'y avait pas en 2016 une sérieuse alternative politique face au PJD, j'y viens, d'autant qu'à l'époque, il y avait eu un parti qui s'appelait le PAM, qui avait des prétentions majoritaires, et donc au niveau des électeurs, ils se sont dit, bon, il vaut mieux le PJD encore que le PAM qui traînait un certain nombre de qualificatifs pas attractifs. 2021, les citoyens et les électeurs savent que ce parti a donné ce qu'il pouvait donner, qu'il ne peut pas donner plus. 1. Il n'est pas capable de relancer la machine économique parce que méconnaissant le monde des affaires, le monde de l'entreprise, des investisseurs. C'est un grand handicap. Oui, ils ne connaissent pas. 2. Il n'a pas nourri le dialogue social. C'est quand même étonnant. Ben oui, pour un parti. Oui, pour un parti qui se veut le représentant des couches populaires, les plus authentiques, etc. Voyez le dialogue social, il est en panne et ça n'a pas donné les résultats. Voyez également les rapports qu'il a avec la CGEM, qui sont des rapports extrêmement difficiles. Voyez également que sa perception par les opérateurs économiques internationaux. Le PJD n'est pas considéré comme un partenaire sécurisant pour le monde des affaires et de l'économie. Il ne rassure pas. Donc, 10 ans, c'est considéré comme beaucoup, ces 2 législatures, et ce gouvernement PJD n'a pas fait la preuve de sa capacité réformatrice. Maintenant, pour ce qui est de la suite, je soutiens à mon niveau et dans mon périmètre d'études que le PJD ne peut pas faire un 3e mandat. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, première raison, il faut qu'il ait un nombre suffisant d'élus pour pouvoir avoir une capacité de négociation. S'il fait 120, 130, 140 députés, il va dire, écoutez, c'est moi le premier parti, et donc je vais négocier avec les autres groupes. Il ne fera pas ce score-là. Du fait de l'effet mécanique du coefficient électoral, s'il fait 80 sièges, c'est bien. 80 sièges, il lui manquera 120 sièges, 118 sièges exactement pour la majorité absolue. Dans l'opposition, il y a l'Istiqlal qui s'est restructuré. Sous la houlette de Nizam Baraka, qui a fait beaucoup de terrain et qui a produit. C'est le parti qui a le plus produit depuis 3 ans. Depuis que Nizam Baraka a pris la tête de ce parti, a produit
en faisant ce que j'appellerais, dans une métaphore footballistique, le marquage à la culotte. Il est réactif sur tout ce que fait le gouvernement. Toutes les semaines, ils disent voilà, c'est pas ça qu'il fallait faire, il fallait corriger tout ça, etc. Et ça lui a donné beaucoup de crédibilité. Il est soutenu par le travail en profondeur que fait l'association des économistes irlandiens et par des réseaux qu'il a, etc. Donc, c'est le parti qui, à mon avis, est le mieux préparé pour être dans la majorité et pour pouvoir appliquer immédiatement de nouvelles mesures. Il y a le RNI qui a fait un travail de terrain, les 100 villes qui ont été interrompues par Covid, mais il y a eu un travail. Il y a un travail de remobilisation, etc. On va voir ce que ça va donner. Mais avec des compétences quand même certaines qu'il faut souligner. Le RNI a des compétences, l'Istiklal a des compétences. Aussi, le RNI a des compétences éprouvées depuis des législatures. Les départements importants les a donnés au RNI, économie, finance, industrie, finance, qui vient d'une banque. Donc il y a ça. Il y a aussi, il y a peu de cadres en revanche, me semble-t-il, au sein du mouvement populaire et au sein de l'UC. Qui restent les deux partis les moins lotis et les moins préparés pour 2021. Le moins 21, et puis il y a le PPS, qui a fait du travail. Oui, qui a fait du travail en profondeur, mais qui est dans un créneau limité. Parce que c'est pas sûr que le PPS soit dans la nouvelle majorité. Mon hypothèse, moi, c'est qu'il ne sera pas dans la nouvelle majorité, du fait de ses prises de position antérieures et du fait que la future majorité qui paraît se dessiner, et là je réponds à votre question, est une majorité qui sera réduite, me semble-t-il, à 3 partis. Lesquels? Le RNI, Istiklal, reste la question de l'ouverture ou non vers le PAM. Il peut y avoir, c'est la politique ça. On peut faire une offre au PAM telle qu'ils disent au PJD, écoutez, j'ai mieux ailleurs, etc. Oui, c'est la réelle politique et puis c'est une correction qui se fait parce que le PAM a été mis sur pied pour avoir une vocation gouvernementale en 2009. Le PAM n'a pas été mis sur pied pour être dans l'opposition. Or, les circonstances ont voulu qu'il soit dans l'opposition. Et en 2011-2012, Benkiran n'en voulait pas. Et en 2016 non plus. Alors, est-ce que, voilà les 3, peut-être une ouverture, un strapontin en direction de l'USFP, parce que c'est difficile de rejeter l'USFP comme l'USFP dans l'opposition. Pourtant, c'est Mustafa Shimi, venons-en à l'USFP, parti historique, qui a quand même un lourd passé d'édification de beaucoup de bonnes choses, mais depuis quelques années, il traîne un déficit à la fois de compétences, il traîne aussi des ratages, des ratés qui ont balayé tout ce sur lequel on pouvait construire une prochaine crédibilité pour un parti qui avait une base électorale chez les populations, mais qu'il a perdu complètement. Je vais être plus nuancé que vous, si vous le permettez. Évidemment que c'est un parti qui a une histoire, qui fait partie du capital historique et politique du Maroc. Disons qu'il n'a pas été géré ni dirigé dans des conditions optimales aujourd'hui et qu'il a perdu évidemment de son attractivité. Déficit de militantisme de terrain. Il y a eu des crises internes au sein de l'USFP avec beaucoup de départs, beaucoup de divisions, etc. Donc, ce serait une occasion de remettre en selle l'USFP, qui est un parti historique important dans la mémoire collective et dans le champ politique. Donc, 3 et une place pour l'USFP. Voilà comment paraît. Le PPS sera dans l'opposition. Il y a une interrogation qui reste, est-ce que le PJD sera dans la majorité ou pas? C'est un débat, je n'ai pas de réponse, c'est un débat, c'est-à-dire, moi je pense qu'on lui fera d'abord, est-ce qu'il arrivera premier ou pas? Ouais. Bon, s'il arrive premier, je soutiens, je peux me tromper, que quelqu'un du PJD sera nommé chef du gouvernement désigné, qu'il aura 15 jours pour former un cabinet. Vous voyez qui dans ce cas de figure?
certainement pas les mêmes. On ne recommencera pas. Bon, moi, je pense que le moindre coup politique, c'est de reconduire, Othmani. Si on veut rester sur le PJD, tout à l'heure, vous avez parlé de la mauvaise communication, de très peu de réformes engagées, alors que les électeurs en 2016 aspiraient à un changement. Maintenant, on va rester toujours côté électeurs. En 2021, est-ce que vous pensez que les Marocains sont prêts au changement? Ils sont demandeurs de changement. C'est leurs demandes qui ne sont pas satisfaites. Il y a des demandes et des aspirations très fortes au changement. Le Marocain de 2021 est exigeant. Il voit ce qui se passe dans le monde, il suit les réseaux sociaux et donc il y a une conscientisation, pour employer un terme compliqué, qui est très forte et qui se vérifie sur les réseaux sociaux. Je reviens à ce que je disais, est-ce que le PJD arrivera premier? On ne sait pas. Mais s'il arrive premier, au bout de 15 jours, il n'aura pas de majorité, donc il rendra son tablier. Deuxième option, le PJD n'ayant pas pu former et diriger la majorité, est-ce qu'on lui fera une place dans une autre majorité? Je pense qu'on lui fera des propositions telles qu'elles seront un minima. C'est-à-dire qu'il va, s'il décide de revenir dans la majorité, ça sera par la petite porte. La tonalité générale au sein du PJD, elle est majoritaire. C'est de dire on participera au gouvernement. Parce qu'il y a chez eux une culture de participation, 10 ans. Ils se sont habitués au poste public. Ils ont 10 ans de plus. Eh oui, ils ont 10 ans de plus. Et donc, ils ont découvert un monde qui n'était pas le leur et n'ont pas envie d'en changer. Donc, je pense qu'ils participeront. Et s'ils participent, ça sera dans des départements secondaires. On ne va pas leur donner l'économie et finances, l'éducation, etc. Ou alors des ministères, pardon, peut-être les départements les plus casse-dents. Hein, même pas. Parce que pour envoyer au charbon un parti, on lui donne la justice, on lui donne la santé. Mais la justice, c'est un grand ministère. Absolument. Mais on a vu régalien. Mais on a vu ce que le PJD a fait avec la justice, malgré les effets de manche, malgré les slogans. Aujourd'hui, il y a une question qui a été posée par Fatem Zahra qui est très très forte, c'est que les attentes des Marocains, qu'attendent les Marocains aujourd'hui de leur politique, de la politique marocaine et des changements? Ils attendent que leurs conditions de travail et de vie soient améliorées. Ils attendent de la justice sociale. Ils attendent de l'équité, la solidarité nationale. Ils attendent que leurs enfants puissent aller dans les écoles publiques, des écoles publiques rénovées, améliorées. Ils attendent que les hôpitaux puissent les accueillir dans les services d'urgence ailleurs, etc. La santé publique. Ils attendent des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire des aspirations de progrès social qui sont fortes. Je voulais poser une question à Abdelhak. Tout ce que vous venez de dire, c'est une communication que nous avons constatée sur les sites, sur les réseaux sociaux. Donc, Najib, quel regard portez-vous sur cet aspect de communication sur lequel les partis politiques... Ils ont surfé sur une vague qui leur a donné beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus d'audience. Les réseaux sociaux ont joué leur jeu. Situation sanitaire oblige, donc on n'a pas vu les mêmes liesses dans les quartiers malgré quelques incidents. D'ailleurs, en parlant d'incidents, certains représentants du PJD ont été caillassés avec cette grande sociale se refait, d'autres partis aussi. Donc, mais ça s'est joué sur un plan beaucoup plus technologique, beaucoup plus digital. Il y a un travail de fond parce qu'on sait aujourd'hui que les réseaux sociaux touchent beaucoup plus de monde. Mais je pense aussi que ça a le revers de la médaille des réseaux sociaux, c'est qu'on reste aussi dans le virtuel. Il y a quelque chose d'important qu'il ne faut jamais perdre de vue,
Si Mustafa Sahimi l'a dit tout à l'heure, c'est cette proximité de la masse électorale et une masse électorale qui est dans la confiance, qui est dans la crédibilité. Mais est-ce qu'on ne va pas aussi vers un changement du profil d'électeurs? Voilà. Oui, je pense qu'on va parce que, encore une fois, je cite mon aîné, c'est Mustafa, dont je respecte et le parcours et le point de vue, parce qu'il y a une grande acuité dans l'analyse de la carte politique. Aujourd'hui, les électeurs, le profil de l'électeur marocain est différent, il est beaucoup plus exigeant. Le Marocain regarde ce qui se passe dans le monde, le Marocain compare le Maroc à d'autres pays. Le Maroc voudrait des ministres compétents dans des secteurs de pointe, avec des idées claires, avec des idées crédibles, avec des idées faisables, dans la faisabilité, c'est-à-dire on ne va pas annoncer des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'ils sont impossibles à faire. Au contraire, il faut avancer aux gens, promettre aux gens ce qui peut être fait pour garder la crédibilité. Pour cela, nous avons des profils qui ont fait leurs preuves durant les 5 dernières années, quelques ministères qui ont fonctionné parce qu'à la tête, il y avait des gens compétents qui connaissent leur milieu. On a parlé de Sibn Chaboun, on peut parler de Moulah Fil Alami et quelques autres qui ont une véritable maîtrise de leur travail. Mais est-ce que tous les partis politiques ont des profils similaires par rapport à d'autres départements? Je n'en suis pas si sûr. Je vais vous demander de nous parler un peu de ces élections d'après-demain, c'est-à-dire que bon, on est pratiquement agi à 48 heures des élections. Donc, oui. Comment vous voyez, Monsieur Sahimi, en quelques secondes, les élections du 8 septembre? D'abord, cette observation, on a 27 millions d'internautes au Maroc et les réseaux sociaux sont très actifs, avec un suivi quotidien de tout ce qu'il y a dans la vie sociale et politique marocaine. Ma question est celle-ci, est-ce que ça va donner un rebond au vote le 8 septembre? Je ne le crois pas. Parce qu'il faut bien faire une différence entre le corps virtuel des 27 millions d'internautes que j'ai évoqués et ceux qui vont décider et qui vont se décider d'aller voter. Donc, il ne faut pas se tromper. Deuxième point, les demandes exprimées dans les réseaux sociaux sont brouillonnes, confuses, ça part dans tous les sens. Vous les suivez comme moi, dans tous les sens, ce n'est pas structuré. Mais c'est l'expression d'une vitalité sociale qu'il ne faut pas négliger. Troisième point, comment ça va se passer le 8? Nous sommes aujourd'hui dans un palier qui est bas. Bas pour les raisons que vous savez, crise sanitaire, crise sociale, environnement, anxiété, etc. Deux, nous avons quand même progressé pour ce qui est du corps électoral. Nous sommes à 18 millions d'électeurs, à quelques millions près. On a progressé de 14,5% par rapport au corps électoral 2016. 2 300 000 électeurs de plus. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui a fonctionné. 2 300 000 électeurs en 5 ans, c'est quand même intéressant. Ma question est de savoir combien d'entre eux vont aller voter. Alors, l'hypothèse la plus optimiste que je pourrais avoir, moi, c'est qu'on ait un taux autour de 45%. Pourquoi? Parce que c'est supérieur au taux des législatives de 2016 qui était de 43%. Et d'ailleurs, on a fixé les 3 scrutins de manière simultanée le même jour. Pourquoi? Parce que les communales, c'est 53%, 2015. Les législatives, c'est 43%. On a escompté ceci, c'est que le fait d'être davantage motivé pour les élections communales, parce que c'est la proximité, c'est l'élu de quartier, on le connaît, etc., va tirer la participation vers le haut, donc arriver à 45%. Mais ce n'est pas évident pour des raisons techniques. Pourquoi? Parce qu'il y aura 2 urnes. Il y a des urnes, il y a une urne pour les communales et régionales, j'ai vérifié ça avec l'administration compétente, et il y a une deuxième urne pour les 395 membres de la Chambre des représentants. Le même électeur peut voter pour les communales, mettre une croix sur les régionales et une croix un bulletin nul sur les législatives. Mais on peut penser que la dynamique de vote fera telle qu'il votera pour ceci, cela. Donc si on a 45%, je serai très satisfait compte tenu des conditions particulières difficiles de cette conjoncture.
il y a un ras-le-bol qui est affiché malgré tout l'enthousiasme que l'on peut mettre par rapport à ces élections extrêmement attendues parce qu'on attend un véritable changement. Maintenant, l'abstention, moi je pense qu'il y aura beaucoup d'abstention. Encore une fois, dans l'optique de la sanction, certains partis en pâtiront en termes de sanctions, parce qu'il y aura des votes sanctions. Mais je pense aussi, comme Mustapha, qu'il y aura un plus d'électeurs. Maintenant, est-ce que la jeunesse marocaine, et c'est là où moi j'ai un véritable souci, je pense que la jeunesse marocaine est encore dans un rapport conflictuel avec la classe politique, et ce bras de fer mènerait à un retrait. On regarde, on verra ce qui se passe. On n'y croit plus. Et je pense que beaucoup de partis politiques, encore une fois, cette année, malgré tous les écueils des décennies précédentes, ils n'ont pas misé sur la jeunesse comme un véritable corps électoral qui a son poids. Et ça, je pense que ça va pénaliser beaucoup de partis. Maintenant, j'ai une dernière question. On ne jouera pas peut-être au pronostic, mais sincèrement, c'est Mustapha Shimi. Pour vous, c'est qui va se dégager de cette échéance électorale? Vous avez votre petite idée. Et généralement, je vais vous répondre. Mais je vais vous donner un rapport. Ce sont les meilleurs qui vont rater. Alors, je voudrais ajouter un mot quand même. Il y a beaucoup de mobilisation des jeunes sur les réseaux sociaux. Évidemment, vous le savez comme moi, mieux que moi. Mais les jeunes ne votent pas. Il y a une autre catégorie qui ne vote pas, c'est les bourgeois. Les bourgeois ne votent pas. Parlent beaucoup, critiquent beaucoup, mais ne votent pas. Bon. Alors la difficulté, c'est comment pousser les jeunes qui sont si actifs et si mobilisés dans les réseaux sociaux pour qu'ils aillent voter. Eh bien ça, c'est pas gagné. Ben oui, c'est l'équation à résoudre à plusieurs inconnus. C'est celle-ci qui pourrait faire basculer mais pour autant, quand même, sur des notes positives, le calendrier électoral a été maintenu. Je puis vous dire pour finir deux observations. La première, malgré tout, le calendrier officiel institutionnel des élections a été maintenu et ça, c'est la volonté du souverain. Le souverain est très attaché au respect de l'agenda et du calendrier parce qu'une démocratie, elle respecte ses rendez-vous avec les électeurs. Le deuxième élément à relever, c'est que malgré toutes nos interrogations sur les partis qu'on a évoqués ensemble, etc., le Maroc est un pays où l'on vote. On l'oublie. Citez-moi des pays dans la région où on vote dans des conditions aussi ouvertes. Algérie, Tunisie, Libye, Syrie, Égypte, etc. C'est un pays où on vote, où il y a un pluralisme politique, il y a un pluralisme de la presse avec beaucoup de liberté de ton et de critique, etc. Il y a une non-censure des réseaux sociaux. Il y a des pays où les réseaux sociaux sont fermés, etc. Et donc, ce sont des acquis d'une culture démocratique et c'est encourageant pour la capitalisation démocratique dans le cadre d'une transition qui est difficile parce qu'elle est dans un contexte économique difficile, mais qui est malgré tout en marche. Vous avez bien fait de souligner justement tous ces acquis démocratiques qui sont très très importants et qui font aussi la différence marocaine dans la région est aussi caractérisée par ça. Et ça, c'est un rendez-vous important pour nous le montrer encore une fois. Le Marocain aujourd'hui attend de la compétence, veut de la compétence, donc veut des choses concrètes, réalisables qui se font et qui changent la donne politique, économique, sociale au Maroc. Moi, je pense que deux partis peuvent se dégager parce qu'ils ont ce capital compétence. Il y a d'un côté l'Istiqlal avec Nizar Baraka et le travail qui a été fait ces 3 dernières années. Il y a le RNI avec Aziz Arnouch. Et puis les compétences qui sont autour, avec le PAM qui jouera les arbitres, ou peut-être le PJD qui fera basculer la majorité d'un côté comme de l'autre. Exactement. Voilà. Le débat était très très intéressant. Merci encore une autre fois. Donc rendez-vous le 8 septembre pour le dernier mot. Et donc on verra bien. Merci encore Monsieur Mustapha Shimi. Merci Abdelhak Najib. À bientôt.